C'est parti. Super. Dans quelques secondes, vous y êtes, mais je pense qu'on nous entend déjà. Bon, a priori, on est déjà en direct pour ce nouveau webinaire. On va attendre encore un petit peu que nos collègues nous rejoignent pour ce webinaire. Rappelons-le, une semaine, un webinaire. Aujourd'hui, on est extrêmement content parce qu'on a avec nous des gens qu'on aime bien. On a déjà la chance d'avoir Sylvie Genet de la FM Téléthon qui est avec nous et qui co-anime avec nous ce joli Facebook Live. Bonjour Sylvie. Bonjour, en direct de la plage. En direct de la plage, absolument, de Bretagne, avec voilà. Peut-être 28 degrés, c'est ça? Je ne sais pas combien il fait, mais il fait un temps superbe. Bon, c'est cool. On a également un fier membre de l'équipe Amis FSH avec Vincent Tronel qui est avec nous. Salut Vincent. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et on a évidemment gardé le meilleur pour la fin puisque nous avons avec nous en direct du CHU de Nice, Benoît Sanson et le professeur Sacconi. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bon, on attend encore peut-être une minute ou deux, histoire que le maximum d'amis nous rejoignent, mais ça ne devrait pas tarder. Juste en introduction, pour vous rappeler comment va se passer ce Facebook Live, on va commencer par présenter, grâce au professeur Sacconi, un point sur l'essai Redux, c'est-à-dire l'essai qui consiste à prendre du losmapimod pour tenter d'arrêter de faire l'évolution de la myopathie FSH. Donc ça, ce sera le premier point. Ça sera un point très important et qui nous intéresse tous au plus haut point et qui mieux que celle qui promeut cet essai pour en parler. Ensuite, nous présenterons une étude qui s'appelle l'étude Resolve, qui est aussi menée par le CHU de Nice et qui permet de bien comprendre l'histoire de la maladie et comment elle fonctionne, comment elle évolue, pour voir justement si, grâce à des essais, on pourrait venir à bout de cette évolution négative de notre maladie. Et puis enfin, d'une voix un peu collégiale, on va expliquer ce que l'intérêt de l'Observatoire national de la FSH et l'intérêt pour tous les patients, pour tous les malades qui sont diagnostiqués, de le rejoindre. Alors, ce n'est pas souvent très pratique ou très facile de rejoindre cet observatoire. Donc, on va bien vous expliquer tout ça. On a la chance d'avoir avec nous l'équipe de Nice qui gère cet observatoire. Donc, voilà, on va gérer au mieux la présentation de cet observatoire et surtout les aspects pratico-pratiques pour le rejoindre. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Il est 3h07. Sylvie, si tu veux prendre la parole aussi pour dire quelques mots. Oui, d'abord, je vous dis bonjour à tous et merci de nous avoir invités. C'est la première fois que je fais une réunion sur Facebook. J'ai déjà fait des réunions vidéo avec l'AFM, avec des collègues de travail, mais c'est la première fois que je fais une réunion sur Facebook. J'espère qu'il y a du monde. J'espère que tout ce qu'on va raconter cet après-midi va vous intéresser. Et puis, je n'ai pas grand-chose de plus à dire, sauf que je serai là pour répondre à vos questions s'il y en a. Eh ben, excellent, la transition est super bien faite. Surtout, chers amis, on a la chance d'avoir avec nous le professeur Sacconi, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions sans intérêt. Le professeur Sacconi est là pour y répondre et Sandrine Back-Office, notre maître de cérémonie, va nous relayer toutes les questions. Ah, on t'entend plus, Vincent. Non, Pierre, en fait, Pierre est à la campagne, on le perd parfois. Ah. Et on peut... Vas-y, démarre Sabrina. À toi de jouer pour nous expliquer, pour nous faire un petit topo sur les Redux. Alors, avant tout, bonjour à tous. On est dans ce look un petit peu astral parce qu'on a à la fois la visière qui nous a été offerte par la FM pour nous protéger pour le Covid et Benoît porte un masque. Donc, les deux sont utiles pour éviter la propagation de cette infection. Et donc, on vous recommande, avant de commencer, de continuer à vous protéger parce que l'infection n'est pas encore finie. Ensuite, en ce qui concerne les essais, je vais démarrer avec l'essai
Redux qui concerne le losmapimod. Losmapimod, c'est un inhibiteur de la P38, c'est une protéine du cycle cellulaire. Et ce médicament, c'est un médicament qui est là depuis longtemps. Il a été testé dans d'autres indications. Il a déjà montré qu'il est très bien toléré par les êtres humains. Il a déjà fait l'objet d'un essai de phase 1 chez les patients atteints de dystrophie facioscapulomérale, dans lequel des Français ont participé grâce à l'aide de Pierre et Sylvie. Et donc, c'est un médicament qui est assez sûr, il n'y a pas vraiment des effets secondaires, et qu'on va tester, on est en train de tester dans cet essai de phase 2 sur les patients pour regarder à quelle dose on le donnera éventuellement dans un essai de phase 3 d'efficacité et pour voir si on peut avoir déjà des données d'efficacité. Alors, cet essai devait concerner au début 66 patients dans le monde entier et ensuite, il y a eu l'inclusion de 80 patients. La plupart des patients ont été inclus aux États-Unis et en Europe, il y a eu des inclusions qui ont été faites en Espagne et en France. Donc, en France, on avait 2 sites, Paris et Nice. Malheureusement, Paris, on est arrivé un peu tard parce qu'à cause des autorisations qui sont arrivées un peu tard. Donc, on a pu démarrer vraiment en dernier et nous, on est arrivé à inclure des patients. Mais Paris, malheureusement, ils ne sont pas arrivés. Donc, du coup, on a 4 patients inclus en France. Et voilà, et on a eu des problèmes à cause du Covid. Pourquoi? Nous, personnellement, on n'a pas eu de gros problèmes parce qu'on a inclus les patients en dernier, donc juste avant le Covid. Et là, on commence à les revoir juste après, on va dire, le Covid. Mais malheureusement, aux États-Unis, où la plupart des patients ont été inclus, ça a été très compliqué parce que, comme vous pouvez savoir, des nouvelles qui sont diffusées partout, aux États-Unis, le Covid frappe encore très fort et les gens ils se déplacent surtout en avion, donc tout est bloqué. Pour cette raison, on a demandé d'augmenter la durée de l'étude. Donc, cette demande de 36 semaines, donc 6 mois, à 48 semaines. Cette demande est encore en cours et on espère dans les prochains jours d'avoir de bonnes nouvelles, d'obtenir les autorisations nécessaires pour prolonger l'étude, ce qui permettra aux Américains de rattraper les examens perdus, on va dire, et d'avoir des résultats définitifs sur l'intérêt d'utiliser ce médicament dans la dystrophie facioscapulomérale. Les premières voies de couloir nous annoncent que ce serait vraiment une bonne chose de prolonger la durée de ce médicament parce qu'il semblerait que les 6 mois, sont une période très courte pour voir des données d'efficacité. On rappelle que c'est un essai de phase 2, donc l'objectif principal, ce n'est pas de tester l'efficacité, mais c'est de voir si, comment on peut dire, la tolérance et chercher la bonne dose à donner aux patients. Donc, voilà, c'est surtout ça, voir s'il y a des effets secondaires et voir des données de tolérance. Et après, regarder quelles sont les mesures plus intéressantes pour mesurer la faisabilité. Mais c'est vrai que nous, on serait très contents si on pouvait avoir une idée aussi d'efficacité dans cet essai de phase 2. Donc, voilà. Il est un peu normal que dans une maladie qui évolue de manière si lente, pour avoir des données d'efficacité, on soit obligé d'avoir des études peut-être plus longues et aussi avec un nombre plus élevé de malades. Donc, pour le moment, tout est en suspens, comme beaucoup de nos vies et nos activités. Et on espère par la suite d'avoir des nouvelles. Peut-être qu'on pourra faire une update dans les prochains mois pour vous dire où nous en sommes avec cet essai. Les données de tolérance sont plutôt bonnes, au moins chez les patients français. On n'a pas eu de problème. Et puis voilà, même les biopsies qui étaient très
parce que dans cet essai, il y avait des biopsies à faire qui étaient un peu craintes par les patients, se sont très, très bien passées et on n'a pas eu de problème. Il s'agit de biopsies à l'aiguille qui sont faites avec une fine aiguille, donc c'est comme un peu comme une piqûre plus qu'une biopsie. Voilà, c'est tout ça que je voulais vous dire pour l'essai Redux. Après, je peux vous parler de l'étude Resolve. Alors, sur Redux, on a déjà quelques petites questions. Donc, pour bien rappeler aux gens et aux malades qui nous suivent, cet essai, il est de phase 2 et la cohorte, elle est finie. On ne peut plus rentrer dans cet essai. Non, on ne peut plus rentrer dans cet essai parce que, comment on peut dire, on a rejoint et même dépassé, parce qu'on est arrivé à 80 patients au lieu de 66, le nombre de patients incluables. Après, comme je vous disais, il y a le problème du Covid qui a fait qu'il y a beaucoup de données manquantes sur cette étude. Donc, pour le moment, ils ont prévu d'étendre la durée de l'étude pour permettre de rattraper ces données, mais ils n'ont pas prévu d'augmenter le nombre de patients. Voilà, ni le nombre de sites. Voilà. C'est-à-dire que pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent participer à cet essai, il faut pour eux qu'ils attendent peut-être un essai de phase, un essai d'une autre phase, d'un autre type. Ça peut être quoi la suite de cet essai-là? Alors, il y a deux possibilités. La première possibilité, à mon avis, c'est la possibilité qu'on a des données d'efficacité incroyables et que malgré le Covid, malgré tout, on puisse directement avoir l'AMM de ce médicament et la commercialisation. Et la deuxième possibilité, c'est que les données ne soient pas suffisantes pour montrer une efficacité et qu'on fasse un essai de phase 3. Donc, moi, je crois, mais bon, ça, c'est une opinion personnelle et que voilà, c'est totalement un ressenti personnel qui n'est pas basé sur aucune preuve scientifique. Je crois que quand même, on devra passer par la phase 3 avant d'avoir comment on peut dire, la commercialisation de ce produit. Et donc, la phase 3, c'est le moment où de nouveaux patients peuvent intégrer la cohorte où les chiffres sont très minces également. Alors, normalement, dans la phase 3, il y aura beaucoup plus de patients qui sont inclus. Alors, nous sommes en train, parce que dans cet essai, il y a une IRM musculaire à faire, en plus de la biopsie. Et l'IRM, c'est une IRM très particulière, 3 Tesla. Donc, il y a très peu de centres qui ont ça. Et chez nous, par exemple, à Nice, on a dû aller jusqu'à la principauté de Monaco pour pouvoir avoir accès à l'IRM. Et c'est une IRM très, très cher, on va dire. Et donc, c'est un peu ça le facteur limitant en termes d'inclusion des centres. C'est pour ça que seulement 2 centres étaient validés en France. Mais dans le futur, on travaille pour essayer de voir si on ne peut pas avoir les mêmes mesures sur d'autres types d'IRM plus simples. Et la deuxième chose, en tout cas, si seulement 2 centres restent ouverts, il y aura, comment on peut dire, il y aura la possibilité d'avoir beaucoup plus de patients qui sont inclus. On a une question de Léa Alexla qui nous demande si un jour il y a une phase 3, c'est quoi à peu près l'horizon de quand est-ce qu'il pourrait être? Nous, on devait avoir des résultats. Disons que les derniers patients, ils ont été inclus à fin janvier. OK? Donc, l'étude dure 6 mois. Donc, on pensait d'avoir des résultats pour la fin de l'année. Là, il va y avoir un retard parce que pour toutes les questions que je vous ai dit. Donc, ça va être un retard de 6 mois. Donc, on va avoir des résultats pour le mois entre avril, on va dire, et juin de l'année prochaine. Et à partir de là, disons que s'ils enchaînent sur une phase 3, déjà au mois de mars-avril, on aura des nouvelles. Et il y aura déjà le protocole qui se dessinera. Donc, a priori, fin 2021, si c'est intéressant,
il pourrait y avoir une phase 3 de lancer. Mais il y a plein de si, c'est très hypothétique, mais ça serait à peu près dans 1 an et demi, quoi, le temps d'attendre les résultats d'études, enfin la fin de l'essai, le résultat d'études, etc. Oui, c'est quand même encore, il y a encore, on va dire, 2 ans avant que ça passe, si on arrive à la phase 3. Parce que je pense qu'après, ils vont faire une étude qui ne dure pas 6 mois, mais qui dure au moins le double. Et voilà. Et, mais ça, c'est tout des opinions. Comment je veux dire ça, c'est on regarde dans la sphère du cristal et on fait des prédictions parce que... Non, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on est content que tu sois avec nous, c'est que justement, on peut se permettre de poser les questions de n'importe quel malade et on sait bien que ces réponses, elles sont parfois scientifiques et elles sont parfois juste humaines et personnelles et c'est pour ça qu'on est content qu'avec Benoît, vous soyez avec nous et pour répondre à ces questions. Donc non, il n'y a pas de souci. Comment ça marche, cette molécule? Vulgairement, grossièrement, ça fait quoi à l'intérieur? Ça agit sur Dux, ça fait c'est quoi? Alors, vous savez que dans cette maladie, nous avons une contraction d'unité répétée qui se trouve sur le chromosome 4. Donc, on a une perte de matériel génétique qui fait qu'il y a une réactivation d'un gène qui normalement il dort. Et ce gène, c'est un gène qui perturbe complètement la cellule et qui fait exprimer des gènes qui ne devraient pas s'exprimer. Et le résultat, c'est une action toxique et aussi une réaction immunitaire qui va agir sur, qui va encore plus augmenter les dégâts, on va dire. Donc, l'idée de ce médicament, c'est de bloquer l'expression de ces gènes. Et ces inhibiteurs de la P38 bloquent l'expression de DUX4. Voilà. Après, sur le plan scientifique, ça, c'est un des inhibiteurs de P38. Il a été choisi parce qu'il n'était pas très toxique et il y avait déjà des données de toxicité. Après, il y en a d'autres. Donc, il y a certains groupes qui disent c'est mieux ou autre. Voilà. Après, donc, il y a des débats possibles sur est-ce que c'est le bon inhibiteur de P38. Voilà. Est-ce qu'il pourrait y avoir plusieurs inhibiteurs, c'est-à-dire un P38 et puis un C1QBP, enfin d'autres? Est-ce que la thérapie pourrait être multiple en fait? Ben, on a une situation où il y a plusieurs choses. Il y a l'expression de DUX4, il y a l'inflammation, il y a, comment on peut dire, la dégénérescence. Quand le muscle est complètement substitué par la graisse, c'est un peu compliqué de penser qu'il va repousser directement. Donc, à mon avis, la solution sera une solution personnalisée en fonction du type d'attente que les patients ils ont. Et ce n'est pas dit que ce soit un seul médicament qui va arriver, mais probablement il y aura 1 ou 2 médicaments, voire une approche de thérapie régénérative, cellulaire régénérative, pour faire repousser le muscle qui va se dessiner dans le prochaine décennie, on va dire. C'est aussi tout ce que tu dis là, Sabrina, ça rappelle aussi, au-delà du fait que c'est super intéressant et finalement, comme c'est la première fois qu'on a un essai, il faut garder plein d'espoir parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver et que celui-ci arrivera probablement à terme, en tout cas on l'espère, mais que de toute manière, pour n'importe quel essai, l'horizon, il n'est pas à 1 mois, 6 mois ou 1 an, il est forcément un petit peu plus long et que donc c'est bien de se précipiter pour être volontaire à des essais, mais c'est bien aussi de garder dans la durée cette envie de participer parce que ça va durer probablement encore un peu longtemps avant qu'on ait un médicament. Nous, on apprend des choses tous les jours et même voilà. si cet essai se révèle négatif, on a appris plein de choses sur la maladie. Ils ont développé cette boîte, elle a eu le mérite vraiment de développer beaucoup de mesures pour mesurer la graisse dans le muscle, pour mesurer, comment on peut dire, pour mesurer la force dans les bras. Et donc, du coup, tout ça, ça va être très utile. Si ce n'est pas pour développer ce médicament, si malheureusement il s'avère inefficace, pour d'autres médicaments à venir. Et il ne faut pas perdre l'espoir. Au contraire, là, il y a beaucoup de mouvements autour de la FSH et ça faisait des années qu'on entendait ça avec impatience.
et qu'on en parlait, mais là, finalement, il y a quelque chose qui bouge et il n'y aura pas que ce médicament Voilà. à disposition. Et comme tu l'indiques, probablement qu'il y aura une multithérapie et donc il y aura d'autres médicaments, d'autres essais, d'autres choses à regarder en complément ou en association ou l'une après l'autre. Enfin, on ne sait pas. En tout cas, il y a plein de choses à construire et qu'aujourd'hui, effectivement, la recherche et comme on dit dans le pipe des essais, il y a des choses qui commencent à arriver. Oui, et si on a la chance qu'il y a même un tout petit peu un médicament qui marche, il y aura beaucoup de maisons pharmaceutiques qui vont arriver. Pour cette raison, c'est très important de connaître l'évolution de la maladie et de comprendre mieux, parce qu'un des obstacles plus importants pour arriver à montrer l'efficacité du médicament, c'est comprendre la variabilité de l'expression clinique de cette maladie et la variabilité de la progression. Et pour ce faire, nous avons des études qui sont en cours au niveau international, qui sont sous la, comment on peut dire, qui ont été coordonnées par l'université de Rochester dans l'État de New York par le docteur Rabita Will et par son élève Jeffrey Statland, qui est actuellement à l'université de Kansas et auquel on a eu la chance de participer. Et grâce à le financement qui a été obtenu par l'AFM, qui nous a donné cette possibilité. Donc, nous, on a commencé tard les inclusions des patients dans cette étude, qui c'est une étude d'histoire naturelle sans médicaments, mais que pour nous, c'est fondamental pour ouvrir au prochain, pour comprendre pour le futur. Connaître la population pour savoir comment on la traite. Dans cette étude, on a une limite d'âge qui est beaucoup plus repoussée, donc on peut inclure des patients, disons, qui sont un peu moins jeunes, et donc on peut arriver jusqu'à 75 ans. L'idée étant de montrer... Ça va, je suis dedans. L'idée étant de montrer comment on peut dire, qu'il n'y a pas que les jeunes qui ont besoin, mais qu'on a plein de gens qui sont en forme, même s'ils ont un certain âge et qui voudraient le rester dans le temps et aussi même s'améliorer. Donc voilà, donc là on fait cette étude d'histoire naturelle. On a eu une première phase qui est les inclusions sont finies grâce à l'aide encore une fois des associations. On est arrivé à 30 patients dans une période record parce qu'on est arrivé à inclure 30 patients en deux mois. Et les États-Unis, ils ont mis 1 an pour inclure le même. Et là, on a fait la deuxième visite. Et donc, en septembre, on commencera les visites à 12 mois. C'est une étude qui dure 18 mois pour les patients. Et cette étude, elle est multicentrique aussi, cette étude? Non, c'est monocentrique sur Nice. Il y a donc l'étude internationale. Et après, on a une étude française, qui c'est une étude qui est greffée sur la base des données nationales. Cette étude, elle s'appelle CTRLN France, mais c'est la même chose. Sauf que dans cette étude, on a rajouté des choses en plus parce qu'on était d'accord avec les États-Unis, mais on avait aussi nos idées. Donc, on a essayé de développer encore plus les choses. Et en particulier, on a mis l'IRM. Et parce que pour moi, le plus grand problème dans les essais thérapeutiques, c'est que si tu n'as pas l'IRM 3 Tesla, qui est un IRM que seulement très peu de centres ont, tu ne peux pas participer. Donc, moi, je me suis fait promoteur grâce aussi à l'aide d'IMI-FSH, qui ont financé une petite étude préliminaire d'un IRM 1,5 Tesla, qui c'est un IRM que tout le monde a, même dans les hôpitaux qui ne sont pas universitaires. Donc, qui permettra d'ouvrir des centres peut-être plus facilement. Donc, on travaille sur ça. On a commencé la collaboration avec la boîte qui se trouve dans le Nord Europe et qui s'occupe de ça pour l'essai en cours. Et on espère qu'on arrivera à comprendre quelque chose assez rapidement. On a déposé à la FM un projet, qui c'est un projet qui est encore en cours d'évaluation, pour rendre l'étude Resolve France, donc CTRL France multicentrique, et pouvoir ouvrir d'autres sites et aussi augmenter le nombre de patients à Nice.
Donc, il y aura les sites qui ont été retenus, c'était des sites qui incluaient beaucoup de patients dans l'Observatoire national et qui ont bien voulu participer à cette étude. Donc, on a eu l'Institut de myologie à Paris et on a eu l'hôpital de Lille, dans le nord de la France. Donc, on ne sait pas encore si on aura le financement pour cette étude parce que c'est encore en train d'être étudié par l'AFM, mais je crois que l'AFM elle soutient beaucoup les études pour les patients FSH, donc on espère avoir une réponse positive assez rapidement. Mais si c'est le cas, on vous le dira aussi. Et voilà, j'espère que vous allez tous participer parce que pour nous, c'est très, très important. Et pour les patients qui sont en fauteuil roulant, parce que toutes ces études d'histoire naturelle sont pour les patients qui marchent, pour les patients qui sont en fauteuil roulant, on travaille aussi, ça c'est un peu plus préliminaire, mais on écrit les études pour pouvoir aussi avoir une inclusion des patients sur le fauteuil roulant et pouvoir avoir aussi des données sur ces patients pour montrer que la maladie, quand on arrive au fauteuil roulant, elle ne s'arrête pas. Mais elle évolue quand même et que quand même aussi ces malades doivent pouvoir participer aux essais et doivent pouvoir être soignés. Alors, Ceci dit, si les malades en fauteuil ne peuvent pas participer aux essais cliniques, de toute façon, les conclusions qui seront tirées des essais cliniques, elles bénéficieront à tout le monde, y compris aux patients en fauteuil. Donc, ce n'est pas un problème, ça. Oui, ce n'est pas un problème, mais on a déjà eu le cas de certaines d'autres maladies comme l'amyotrophie spinale ou la maladie de Duchenne, dans lequel le médicament, par exemple, il a été approuvé soit par tranche, on va dire, de sévérité de la maladie, soit ça a été approuvé pour des patients qui étaient marchands et pas en fauteuil roulant. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des données, parce que du moment où il y aura un médicament, il faudra que tout le monde puisse en bénéficier. Il faut surtout pouvoir démontrer que la maladie continue à évoluer si on ne fait pas quelque chose. Et puis, ce serait quelque part aussi un petit peu comme se priver, je ne sais pas, on peut imaginer qu'il y ait peut-être 5 ou 10% de la population FSH qui est en fauteuil, je ne sais pas si c'est une réalité ou pas. C'est comme si tu excluais 5 ou 10% de la population globale sur un critère d'âge en disant, bah non, on va pas observer cela, de toute façon, ce sera bon pour eux puisque c'est bon pour les autres. Non, il faut que tout le monde, dans le meilleur des mondes, il faut que tout le monde puisse être testé et vérifier que l'essai il est cohérent, quoi. Oui, mais il faut que les moyens de mesurer l'efficacité d'un médicament, par exemple, qui actuellement sont souvent basés, par exemple, sur le test de marche ou d'autres tests, il faut qu'il y ait des mesures qui puissent être adaptées aux personnes en fauteuil. C'est justement le travail de ceux qui sont à la promotion de ces études. Il faut qu'ils inventent aussi les outcomes pour pouvoir mesurer. C'est tout l'enjeu de l'intelligence qui est mise en œuvre, quoi. Et justement, sur l'essai Losmapimod, on sait quelles sont les mesures. Ça, on ne peut pas en parler, mais oui, c'est des patients qui marchent. Et comme on peut dire, l'autre chose, c'est que justement, nous, on a travaillé sur d'autres maladies pour faire des mesures qui concernent, pour les patients en fauteuil, c'est difficile aussi de faire une IRM parce que souvent, ils ont des déformations au niveau de la colonne vertébrale dues à leur maladie. Donc, rester allongé pendant 1 heure dans une IRM, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de chercher des alternatives et on met à point des tests qui sont spécifiques et qui sont basés plus sur des évaluations des parties qui marchent dans les personnes qui sont en fauteuil roulant. Et donc, voilà, c'est simplement question de adapter les mesures à la personne et d'avoir des mesures qui sont correctes. Parce que si on évalue les patients avec les mauvaises mesures, on ne verra pas d'évolution. Et c'est pour ça d'autant que… plus… Vas-y. Non, d'autant plus que ce qui est important, c'est qu'on ait une maladie évolutive. On pourrait imaginer qu'on démarre un essai marchand et qu'on le finisse
en fauteuil. Et donc, on ne va pas perdre la connaissance de ce public-là qui aura évolué au cours de au cours de l'essai, par exemple. Ben, on espère qu'avec les médicaments, vous Oui, finirez. évidemment. Mais là, en l'occurrence, je parlais par exemple juste de Résol, où il n'y a pas de Ah médicaments. oui, oui, oui. Résol, on peut démarrer marchand et puis 1 an et demi plus tard, se retrouver un peu moins marchand. Ouais, mais Et il faut que... là, comme on peut dire Oui, justement, j'exagère un peu, mais il y a aussi cette évolution qui fait qu'on peut démarrer avec quelque chose et puis finir avec un petit peu moins. Ça peut oui, aussi oui, non, arriver. non, mais c'est Et sûr qu'il faut que pouvoir le mesurer également et pas dire, bah non, on le sort du scope parce que l'évolution elle est trop grosse, quoi. On oui, peut non, faire non. un petit point question. On fait un petit point question. On a parlé des marchands, des non-marchands, des adultes, des plus âgés. Qu'en est-il des enfants dans Alors, ces essais et dans ces études? Alors, donc la problématique des enfants qui sont atteints de FSH, c'est que alors, le nombre de patients FSH en fauteuil roulant, c'est 30%, hein, malheureusement. Donc, c'est quand même une grosse partie de la population. Parfois, c'est lié à l'âge, hein, le passage au fauteuil roulant. Ce n'est pas tout de suite, c'est vraiment tard dans la vie, mais quand même, c'est un pourcentage qui est non négligeable. Pour les enfants, par contre, ça reste une maladie très rare. Donc, il y a peu de patients qui sont concernés. Et l'autre problématique, c'est que c'est une maladie que quand se déclenche, en général, dans la vraie forme infantile, ça évolue assez rapidement. Donc, c'est très difficile de proposer un essai thérapeutique pour ce patient parce que ça évolue très, très rapidement. Et donc, soit, comment on peut dire, on se retrouve... c'est difficile de prendre le patient le moment où il commence à développer la maladie. Et on trouve souvent des patients qui sont déjà en fauteuil roulant et donc chez lesquels c'est impossible de tester le médicament parce qu'ils sont déjà trop avancés dans la maladie. Et donc, sur l'histoire naturelle, sur le volet histoire l'histoire naturelle, il y a des études très gros qui sont faites au niveau international. En particulier, il y a le Canada qui est très impliqué dans cette récolte de données sur les patients FSH infantiles. Et puis, peut-être qu'il y a aussi Laurent Servet, je crois, qui voulait faire une étude, donc, qui maintenant est parti en UK, en Angleterre, et qui voulait faire une étude sur ça, mais je ne sais pas exactement où il en est. Peut-être vous connaissez plus que moi. Et l'autre chose, c'est que nous, on récolte des données parce que dans l'Observatoire national de la dystrophie facioscapulo-humérale, on a obtenu des autorisations pour récolter aussi toutes les données des enfants. Donc, à l'heure actuelle, on a une quarantaine d'enfants qui sont, non, 36, je crois, patients qui sont moins de 18 ans. Et après, on a des formes ils ont commencé très tôt dans l'enfance et que nous, on a retrouvé à l'âge adulte. Donc, on a déjà des données aussi de ce côté-là qu'on va continuer à exploiter. Et l'idée, justement, c'est de proposer on va l'appeler Résolve fauteuil roulant, mais bon, il aura un nom un peu plus joli, et pour pouvoir étudier justement cette partie de la population qui se trouve plus atteinte que les autres. Sabrina, juste tout à l'heure, tu disais, enfin moi, le pourcentage que tu indiques, 30% des FSH qui seraient en fauteuil roulant, en fait, moi, j'avais dans mon imagerie ou ma connaissance générale, j'avais que c'était entre 20 et 25% des FSH qui avaient le besoin d'une assistance au déplacement, aide à la marche, déambulateur, canne, etc. Mais j'avais pas vision que c'était 30% qui étaient en fauteuil. Ça veut dire que finalement, on serait la moitié à avoir besoin d'une assistance à la marche. Parce qu'il y a aussi, il faut prendre aussi des gens. Moi, avant d'être en fauteuil, j'ai démarré avec une canne. Certains, avant d'avoir un fauteuil, démarreront avec un déambulateur ou des choses comme ça avant de passer au fauteuil. Donc, le fauteuil, c'est une telle proportion dans notre FSH? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses. Il faut savoir que les données qu'on a, c'est les données qu'on récolte. Et alors, en fonction du type de territoire géographique qu'on draine, on aura des données différentes. Je vous fais un exemple. Aux États-Unis, il y a un centre expert de FSH et il faut y aller en avion. C'est clair que les patients qui sont en fauteuil roulant, c'est difficile qu'ils se déplacent en avion.
Par contre, les parents qui ont un enfant qui est atteint de FSH, ils se déplacent beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils veulent avoir que leur enfant il soit soigné au maximum. Donc, au moins une fois, ils vont voir. Donc, le résultat, c'est qu'on a des chiffres de représentation qui sont un peu différents par rapport à ce qu'on peut avoir, par exemple, dans un territoire, comme le territoire français, où il y a beaucoup de centres de référence, il y a beaucoup de centres dans lesquels, à 1 heure de route, tu peux rejoindre ton centre expert dans ta maladie. Donc, il y a plusieurs patients qui viennent. Après, il y a les patients qui ont très peu de symptômes. Tous ces patients-là, souvent, ils ne vont même pas voir le médecin parce que déjà, ils peuvent ne pas savoir d'avoir une maladie et le découvrir beaucoup plus tard dans la vie ou jamais. Et d'autre part, parce qu'ils ne ressentent pas le besoin vraiment d'aller chez le docteur. Donc, tous nos pourcentages sont toujours... ils peuvent être très variés en fonction de ces caractéristiques. Il y a des peuples qui se font soigner plus, d'autres peuples qui ont plus la tendance à dire non, moi je vais à la plage plutôt que d'aller chez le docteur. Et voilà, et voilà. Donc, les chiffres que nous on a sur l'observatoire, qui peuvent varier de région en région, en raison de toutes ces situations que je vous ai expliquées, parlent quand même de plus. Voilà. Et puis après, comme je vous disais, il y a quand même un pourcentage des gens dans lesquels le passage au fauteuil est lié au fait qu'avec l'âge avancé, il y a un affaiblissement musculaire général et que peut-être ils ne sont pas en fauteuil pour la FSH, mais ils sont en fauteuil parce qu'ils sont fatigués de leur âge. Une petite question, Sabrina. Je reviens au losmapimod. J'ai lu quelque part qu'il avait été agréé en tant que médicament orphelin par l'Agence européenne du médicament, mais je n'ai pas pu vérifier cette information. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Pas dans l'indication de la... C'est un médicament orphelin, mais pas dans l'indication de la FSH. Ah oui. Parce que j'ai pensé à ça quand on commençait à parler des enfants aussi, c'est que dans le cadre justement de ces qualifications de médicaments orphelins, il y a une classification spéciale pour les médicaments pédiatriques. Et donc, si le losmapimod était reconnu comme un médicament orphelin pour les adultes, il ne le serait pas forcément pour les enfants, et ça sépare un peu les deux catégories. Alors, je pense que si on arrive à reconnaître pour les adultes, pour les enfants, comment on peut dire, ça va aller très vite. Hein. Aussi parce que du moment où on démontre l'efficacité du médicament, sur le plan financier, on parle de maisons quand même pharmaceutiques qui vont intervenir et certainement de maisons majeures. Et donc, on aura le nombre d'études au niveau du monde entier sera plus important et à mon avis, on n'aura pas des problématiques importantes. Moi, je suis beaucoup plus préoccupée pour les gens qui sont en fauteuil roulant que pour les enfants parce que, oui, parce que même à titre, je veux dire, si le médicament il est approuvé pour les adultes, c'est à part le fait de faire une étude de toxicité sur les patients, voilà. Et puis, la plupart des enfants sont en fauteuil roulant. Donc, à mon avis, vraiment, la première priorité, c'est voilà, d'avoir une étude plus importante chez les patients ambulants parce que c'est clair qu'on ne veut pas que les gens y perdent leur ambulation. La deuxième priorité, c'est parler des gens qui sont déjà en fauteuil roulant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et toute cette population comprendra aussi les enfants parce qu'après, on peut adapter les mêmes mesures aux enfants. Donc, et comment on peut dire, dès qu'on aura un médicament qui fonctionne, on a des forces économiques pour faire l'expériment, pour faire la recherche, qui nous aideront beaucoup, beaucoup pour avancer, comme c'est arrivé dans d'autres maladies. Donc, il faut simplement passer cette première écueil et être le plus vigilant possible pour avoir des données d'histoire naturelle sur toutes les catégories des patients. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire avec l'AFM, avec AMI FSH. On essaie de faire ça le plus possible.
Donc, si on je sais juste que j'ai encore quelques questions, Vincent. Moi aussi. On a une question de David qui dit dans la possibilité d'une phase 3, on ne peut pas faire cet essai et par là même suivre la supplémentation en vitamines de Montpellier? Non, parce que ça, c'est une question que je ne peux pas vraiment vous répondre parce que je ne connais pas les résultats, je ne connais pas les critères d'inclusion d'une éventuelle essai de phase 3 parce qu'on ne les a pas encore. Mais je peux déjà vous dire que donc on va dire que ça se fait que c'est notre petite interlude musicale. Non, je suis désolée parce que mais c'est pas grave du tout. Il peut y avoir bloqué le téléphone, mais j'ai bloqué celui de Benoît, pas le mien. Et, comment on peut dire, Benoît est muet d'ailleurs. Mais après, il va parler. Je suis joindre depuis 2-3 heures. Et comment on peut dire, qu'est-ce que je disais pour l'essai que voilà, pour les antioxydants, toute thérapie qui peut modifier comment on peut dire le placebo. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tous ces essais sont contre placebo, n'est pas accepté dans les essais thérapeutiques. Donc, on assume qu'il y a un certain type d'efficacité des antioxydants et donc, du coup, les gens, ils devront choisir parce que s'ils tombent dans la phase placebo et ils prennent les antioxydants ou n'importe quel médicament qui peut fonctionner, on se retrouve qu'on peut... Ça peut fausser on les ne pas la résultats. différence. Ah bah oui, c'est évident. On verra moins la différence. Et la problématique, c'est que nous, on a affaire avec une population qui est très large, avec plein de vitesses différentes. Donc, théoriquement, on devrait avoir, je ne sais pas, 2 millions de FSH pour une période de 5 ans pour avoir des données énormes d'efficacité. Et ça, ce n'est pas réalisable sur le plan économique. Donc, toute chose qui peut, comment on peut dire, agir sur la différence, il faut qu'on essaie de l'éliminer. Absolument. Donc voilà pour les réponses à David. Est-ce que d'autres molécules peuvent arriver sur le marché des essais prochainement? On a vu que Dyne Therapeutics avait fait l'acquisition d'un brevet d'oligonucléotide antisense anti-DUX4. On a vu aussi d'autres firmes, je pense aussi à Fasciotherapies, etc. Est-ce qu'on va rentrer un peu dans une ère où ces essais thérapeutiques vont peut-être se disséminer un peu plus avec différentes molécules? Est-ce que toi, de ton point de vue de chercheuse internationale, tu peux voir qu'il y a plusieurs molécules, plusieurs boîtes qui vont arriver sur le marché? Oui, moi je pense, et ce n'est pas seulement pour la FSH, mais c'est en général pour les maladies génétiques qu'on aura de plus en plus, quand on écoute les pharma, ils sont en train tous de développer des systèmes pour mesurer l'évolution des maladies. Avant, quand on parlait des maladies neuromusculaires, on va dire, les gens, ils nous regardaient avec des grands yeux. Maintenant, ils nous regardent avec intérêt. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver et qu'on va se retrouver dans une situation des essais, parce que Pierre, il parlait de molécules, genre on pourrait les acheter ou se les faire payer dans le commerce du coin un jour, mais avant que ça arrive, ça, il y a les essais à conduire, donc le process reste malgré tout long. Enfin voilà, c'est important de rappeler qu'il ne faut pas perdre du tout patience ni rien. Non, il faut pas c'est perdre juste le patience. bon rythme de la science et de la promotion des laboratoires ou même des chercheurs, et que ça met un peu de temps, même si la molécule existe. Je peux vous donner un exemple. Simplement pour obtenir une autorisation pour faire quoi que ce soit, rien qu'une étude d'histoire naturelle où on ne fait rien, mais on regarde les patients, parfois ça prend 6 mois, 9 mois seulement pour faire ça. Donc, imaginez-vous quand il s'agit de médicaments, c'est beaucoup plus long. Donc, voilà. Après, si on a le médicament miracle ça peut aller plus vite, mais je pense que avant d'arriver au médicament miracle, il y aura des essais dans lesquels il faudra être patient et collaboratif.
et participer au plus possible parce qu'on a besoin de l'aide des patients pour pouvoir avancer. Ça, c'est le cheval de bataille auquel en tout cas personnellement, moi, que je chevauche volontiers parce que c'est pour moi l'une des choses les plus importantes que les patients peuvent faire pour leur maladie, à part prendre soin d'eux-mêmes et puis prendre soin de ceux qui sont malades à côté d'eux, c'est de participer individuellement à l'effort collectif de se connaître, de connaître la FSH, de façon à pouvoir proposer son aide par ses mesures ou par ses bilans cliniques à l'ensemble de la communauté des chercheurs qui vont avoir besoin de nous pour faire des essais. Et d'ailleurs, à ce titre-là, il y avait une question tout à l'heure qui passait, ça rejoint une question que je voulais aussi poser. Est-ce que c'est une estimation, parce que je sais que ça va être difficile de compter les gens qu'on ne sait pas compter, mais on estime à combien à peu près les personnes qui seraient FSH, mais inconnues, qui s'ignoreraient FSH par rapport à une population FSH, sachant qu'on imagine que selon les taux de prévalence en France, on serait entre 3500 FSH et 8500. Si on prend un taux de prévalence de 1 pour 20 000, on est à 3500. Et si on est sur 1 pour 8000 naissances, on est à 3500, enfin naissances ou population générale. Donc on est entre 3500 et 8500. Combien est-ce que dans ce volume-là, il y en a combien qui seraient des FSH qui s'ignoreraient? À la louche, hein, si jamais ça peut s'approcher, je ne sais pas. C'est difficile à savoir, hein, c'est difficile à dire, mais moi, je peux vous dire que, comme on peut dire, moi, étant donné que je suis très sensibilisée à l'argument, je me retrouve avec beaucoup de sujets âgés qui ont des douleurs au niveau des épaules ou de problèmes au niveau des épaules ou des douleurs plus générales. Et beaucoup de fois, je fais le diagnostic de FSH. Je me retrouve avec des patients qui ont d'autres pathologies en premier et que après, je commence à voir l'épaule qui décolle, le visage particulier. Et là aussi, parfois, je trouve des diagnostics. Donc, la notion, c'est que les formes légères, c'est des formes beaucoup plus, voilà, qui ne causent pas de problème aux patients, mais qui se présentent à des âges plus avancés ou si par exemple il y a un autre problème de santé qui arrive et qui fait que l'état du patient se dégrade et donc ça peut faire ressortir et ce n'est pas valable seulement pour la FSH, mais aussi pour d'autres maladies génétiques. Donc, je crois qu'il n'y a qu'à voir dans nos familles combien de personnes on connaît qui visiblement ont la maladie mais qui n'ont jamais mis les pieds dans un hôpital. Dans les familles, il y en a. Donc, on pourrait presque dire que c'est la moitié. Enfin, je ne sais pas quelle est votre expérience personnelle de la chose, mais… Oui, c'est beaucoup de patients. La moitié, enfin, après, je ne sais pas. C'était juste, j'imagine que dans les différentes approches scientifiques ou dans la recherche, doit y avoir je sais pas, des modèles qui doivent peut-être tourner, qui doivent estimer le pourcent. Je sais pas. J'imagine que ça doit exister dans la recherche où on fait une approximation de la perte en ligne. Ça, on n'a pas de… Disons que l'endroit où ça a été étudié le mieux, c'est l'Hollande, c'est les Pays-Bas, excusez-moi, parce que c'est un territoire petit et très organisé et que là, ils ont trouvé une prévalence de 1 sur 8000. Et moi, j'ai la tendance à penser que c'est plutôt ça qu'1 sur 20 000. Donc, en fait, si on est, alors c'est un petit calcul rapide, ça veut dire que si on est sur une prévalence, mettons, si on est entre une prévalence de 1 pour 20 000 personnes ou 1 pour 8 000 personnes, si on rapporte ça au nombre de naissances en France, ça veut dire qu'on a entre 50 et 100 personnes environ, 100 enfants, pardon, qui naissent avec la FSH. Ça se déclarera ou ça se déclarera pas. En tout cas, ils sont porteurs de cette anomalie génétique. C'est ce qu'on peut estimer, quoi. Oui, moi, à mon avis… Donc, on augmente le stock. Il faudrait faire des études. Oui. Mais comment on peut dire… En fait, là, je faisais juste le ratio taux de prévalence par rapport au nombre de naissances. Et donc, on a grosso modo 100 personnes qui arrivent tous les ans avec, sans les symptômes, bien entendu, mais qui arrivent avec une anomalie génétique qui pourra déclencher la FSH. Oui, moi, je pense que… Voilà. Après, l'autre chose, c'est que tout traitement, plutôt on le donne, mieux c'est.
et qu'une fois qu'on aura des traitements adaptés, on essaiera de les donner le plus tôt possible, ça c'est sûr. Mais nous, on n'est pas encore là. Oui, non, mais en fait, je donnais cet ordre d'idée et cet ordre de grandeur. C'était justement pour rappeler l'importance de connaître cette population, d'autant plus qu'une grande partie va s'ignorer pendant très longtemps, mais que ceux qui s'ignorent pas, c'est pour enchaîner sur l'observatoire, oui, c'est de s'inscrire dans cette dynamique de connaissance collective de la maladie qui servira pour soi et pour les autres, et a fortiori, tout à l'heure on parlait des enfants, a fortiori pour les enfants, puisqu'en fait ce qu'on va connaître aujourd'hui, ça servira pour dans 10-15 ans quand d'autres molécules vont arriver et où on sera bien content d'avoir 15 ans de recul sur de la connaissance d'évolution de cette pathologie chez les différents profils, hommes, femmes, marchands, pas marchands, suivant l'âge, avec des comorbidités éventuelles, etc. Oui, et l'autre chose, c'est qu'il y a parfois dans les familles des gens qui sont très peu concernés, d'autres qui le sont plus. Et la personne qui est peu concernée dit, mais moi, j'ai rien, je peux, etc. Mais c'est bien aussi qu'elle essaie de se suivre parce qu'on ne va pas attendre d'avoir de gros soucis avant de se soigner, parce que sinon, après les gros soucis, c'est beaucoup plus difficile de se soigner. Donc, il faut essayer de faire une médecine qui prévient le plus possible le problème, parce que recréer du muscle, ça va être beaucoup plus difficile qu'empêcher au muscle de se dégrader. Donc, il faut garder les yeux ouverts et surtout dans la famille, si vous êtes le seul qui regarde cette émission ou qui participe qui vous êtes le porte-parole au sein de votre famille du fait qu'il faut essayer le plus possible de prévenir l'évolution de la maladie et que nous, on doit essayer que tout le monde soit au courant. Par ailleurs, l'observatoire, pour lequel moi je suis beaucoup aidée par M. Benoît Sanson qui est à côté de moi et que maintenant vous aurez l'occasion de l'entendre. C'est ouvert à tous et c'est un système pour pouvoir suivre la maladie dans les familles et pour avoir un minimum d'informations. Nous sommes en train de le passer par voie informatique, donc vous pouvez le remplir. Il y a une partie d'auto-questionnaire que vous pouvez remplir chez vous. Il vous suffit tout simplement de faire signer le consentement à votre médecin traitant si vous n'arrivez pas à joindre votre médecin spécialiste dans votre maladie, et puis l'envoyer à l'adresse qui est notée dans le consentement. Et une fois que vous êtes rentré pour la première fois dans l'observatoire, par la suite, dans pas longtemps, ce sera disponible une version Internet que vous pouvez remplir par votre ordinateur. Le mieux, ce serait de remplir 2 fiches, n'est-ce pas, Benoît? Idéalement. Alors, ouais, donc j'imagine que tout le monde a compris l'intérêt de cet observatoire. C'est déjà participer, comme dit Vincent, un peu à la connaissance collective de cette maladie, l'histoire naturelle, comment elle évolue, avec qui, enfin je veux dire, rejoindre l'observatoire, c'est faire avancer la recherche concrètement, c'est-à-dire faire avancer la connaissance de la maladie. C'est un peu tarte à la crème ce qu'on dit, mais plus on a de monde, plus on maîtrise les tenants et les aboutissants de cette maladie, plus on va se dire « Ah bah tiens, on va peut-être pouvoir faire cette étude parce qu'on a la chance d'avoir l'observatoire à disposition ». Si on n'a pas d'observatoire, on minimise la connaissance, on diminue la créativité parce qu'on n'a pas de cohorte à disposition pour l'étude. Et puis surtout, et ça intéresse nos amis qui nous écoutent, c'est que si on n'est pas dans l'observatoire, eh ben, on ne fait pas partie du grand listing qui pourra, à un moment donné, être utilisé pour tel essai de telle molécule. Donc, il y a un multiple intérêt à rejoindre cet observatoire. Faire avancer la connaissance collective, participer, être dans le vivier de malades qui pourront participer aux futurs essais, et puis faire avancer la recherche. Donc, vraiment, vous qui nous écoutez, prenez bien en note ce que va dire Benoît. N'hésitez pas à relayer
ce qu'il va dire. C'est très simple. C'est très simple. Il n'y en a pas pour 10 heures à remplir un auto-questionnaire et à aller chez son médecin traitant pour signer tout ça. Donc vraiment, écoutez bien, partagez cela parce que c'est des choses qui vont faire avancer la connaissance collective. Merci Vincent pour cette... Et je voudrais juste rajouter une chose. Parce qu'en fait, tout à l'heure, Sabrina, tu as abordé le sujet qui va devenir fondamental dans pas longtemps, quand on aura beaucoup d'essais. Il y a une concurrence internationale entre les spots, les centres d'essais, internationaux ou nationaux, les endroits où les laboratoires vont implanter leurs essais. Et par exemple, tout à l'heure, quand tu disais que la France a répondu plus vite que les États-Unis sur l'essai Resolve, c'est aussi grâce à cet observatoire. Autrement dit, demain, plus on sera puissant en France avec un observatoire de bonne qualité, avec beaucoup de monde, plus on pourra répondre aux sollicitations internationales des labos qui voudront implanter un essai thérapeutique. Et lever la main plus vite que les autres, ça permettra de faire l'essai plus vite chez nous. La France, souvent, on entend parler de plein de problématiques administratives, etc., pour faire des essais. Néanmoins, si on répond plus vite que les autres, eh ben, ces problématiques, elles seront vite gommées. Donc, c'est aussi important pour nous de pouvoir être la population sur laquelle on peut faire des essais. Alors, pas n'importe quoi, c'est pour ça que c'est bien encadré en France, mais qu'on peut faire des essais. Et donc, on va doubler les autres. Et donc, on sera mieux servi. Si je peux me permettre de compléter aussi, il y a une autre problématique, c'est que si tous les essais cliniques sont faits aux États-Unis, ils seront agréés par l'Agence de médicaments américaine pour les patients américains et que en Europe, il y a d'autres réglementations pour l'Agence de médicaments européenne et que donc il faut qu'il y ait des essais cliniques. Je vous m'arrêterai, Sabrina, si je dis des bêtises, mais il faut qu'il y ait des essais cliniques qui soient faits en Europe pour que les médicaments soient validés par l'Agence européenne du médicament. Oui, c'est pour ça qu'on a des sites européens, mais comme vous pouvez voir, nous, on est dans un pays qui est très, très vigilant sur la sécurité des patients, mais ça veut dire que parfois, obtenir les autorisations, c'est très long et compliqué. Donc, on se bat, mais je peux vous dire de manière acharnée pour pouvoir obtenir cette participation et pour vous donner la possibilité. Et on essaie aussi, avec toute cette implication, de participer de la dynamique internationale. D'ailleurs, la démonstration, c'est ce projet Resolve international qui nous a permis de commencer à collaborer de manière encore plus concrète avec les universités américaines. Et maintenant, on est en train de discuter pour faire un partenariat vraiment avec eux, ce qui nous permettra d'avoir un accès direct à toutes les propositions. Après, si on ne répond pas et qu'on ne trouve pas les patients et qu'on est perdu, qu'il faut 10 ans pour trouver les patients, c'est clair que les maisons pharmaceutiques, ils iront ailleurs. Donc, c'est important de booster et de montrer que nous, on est très fort et qu'on va très vite. C'est l'arme des patients, en fait. On n'a pas aujourd'hui, on n'a pas de médicaments, on a des soins qu'on peut trouver à droite à gauche, mais ça, c'est un investissement immédiat et avec une incarnation très concrète de ce qu'on peut faire pour notre pathologie et donc pour nous-mêmes. Absolument. Benoît, la parole est à toi pour nous expliquer l'observatoire, comment ça marche et quand on veut le rejoindre dans 48 heures, comment on fait? Merci Pierre pour cette super introduction. Je pense que tout a été dit essentiellement. Je pense que Sabrina l'a dit très rapidement. Pour pouvoir rentrer, il faut signer un consentement sans quoi on ne peut pas utiliser les données. Donc, pour gagner du temps, l'idéal serait d'aller voir son médecin traitant, sauf si vous avez rendez-vous prochainement avec un neurologue ou un médecin éducateur. Mais si on veut faire vite, je suggère d'aller voir son médecin traitant la semaine prochaine avec le document qu'on peut télécharger et imprimer depuis notre site internet fshd.fr. C'est tout simple, hein, il n'y a même pas les W. fshd.fr. Alors, normalement, est-ce que c'est possible de le faire? On doit même pouvoir www.fshd.fr. On doit même pouvoir mettre le site ou en commentaire, ou même on peut faire un partage d'écran pour que les gens y voient la tête du site directement sur la vidéo. On va le mettre en commentaire
Et on pourrait mettre aussi un lien peut-être directement vers la page où on peut télécharger l'auto-questionnaire qui vient donc, c'est le même document. Hein, il y a le consentement, enfin la note d'information, le consentement assigné, puis ensuite l'auto-questionnaire. Donc l'idée, c'est de se rendre chez le médecin traitant, de faire signer les 3 exemplaires du consentement avec son médecin. On en garde un. Après, vous nous en envoyez au moins un exemplaire. Et puis, avec cet exemplaire, vous nous envoyez l'auto-questionnaire que vous aurez complété. Et puis, bon, là, on n'aura pas le temps. Ce qui aurait été idéal, ça aurait été de pouvoir répondre à vos questions sur les différents items qui sont abordés dans le questionnaire. Mais là, je vous invite, j'invite toutes les personnes qui souhaitent remplir le questionnaire pour nous rejoindre, de m'appeler directement. Et on verra s'il y a des petites problématiques qu'on peut résoudre au cas par cas. Donc, je vais demander à Pierre s'il y a possibilité de partager mon numéro de téléphone facilement à partir des réseaux. On va mettre tout de suite en commentaire l'adresse de Internet où on peut, voilà, on vient de partager. On me dit dans mon oreillette qu'on vient de partager. Et puis, on va mettre également le numéro de téléphone de Benoît. Benoît, si tu peux juste le rentrer en commentaire de notre conversation Zoom, comme ça, Sandrine va le mettre tout de suite. Donc, vous téléchargez l'auto-questionnaire, le consentement. Vous faites signer le consentement à votre médecin généraliste ou à un neurologue ou au rééducateur. Vous envoyez soi-même le consentement. Il faut le signer aussi. Oui, alors, juste, oui, alors, pour être... j'aime bien la procédure, c'est qu'en fait, il faut aussi dire ce que c'est, pourquoi est-ce qu'il faut signer un consentement. Parce que c'est quand même un acte important, c'est un acte de droit avec derrière les autorisations. C'est pour ça qu'on voit un médecin pour ça. Hein. Oui, mais en fait, le truc, c'est qu'on va déclarer, on va collecter, enfin, l'observatoire va collecter un certain nombre d'informations médicales vous concernant. Et que par conséquent, il faut autoriser la collecte de ces informations, leur stockage et leur utilisation dans un cadre défini, légal, etc. L'observatoire a toutes les accréditations et toutes les autorisations pour le faire. Et c'est pour ça qu'on doit qu'on doit lire la notice d'information qui est liée à cet engagement, qu'on doit signer un consentement en plusieurs exemplaires et retourner l'auto-questionnaire et un des consentements signés à l'équipe de Sabrina et de Benoît, de façon à ce qu'ils puissent vous enregistrer dans l'observatoire. C'est exactement ça. Et je voudrais rajouter quelque chose aussi parce qu'on n'en a pas parlé. Il y a une chose qui est très importante, c'est le diagnostic, parce que pour pouvoir faire partie de l'observatoire, mais également pour participer à n'importe quel essai thérapeutique, il faut avoir un diagnostic moléculaire, c'est-à-dire un diagnostic génétique qui est fait à partir d'une prise de sang qui dit qu'on a effectivement le défaut génétique qui cause la myopathie FSH avec tant et tant de répétitions, et que ce diagnostic est très important et que sans diagnostic, aucun dossier ne sera accepté à l'observatoire et aucun malade ne sera accepté dans un essai thérapeutique. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous engage à faire faire ce diagnostic pour avoir une preuve, disons qu'on est bien fait partie du club FSH. Exactement. La remarque de Sylvie me fait rebondir sur la question de Vincent tout à l'heure pour estimer le nombre de personnes qui s'ignorent. Je voulais juste donner un chiffre. Je crois qu'il y a à peu près 150 nouveaux diagnostics tous les ans. Donc ça peut peut-être aider à répondre à la question que tu te posais. À confirmer, j'essaierai d'avoir des chiffres plus affinés pour une prochaine discussion. Non, mais ça montre juste qu'on est nombreux. Et une autre petite précision, c'est que j'ai une collègue FSH qui est arrivée chez son médecin généraliste en disant je voudrais avoir un test génétique pour la FSH, et le médecin la regardait avec des gros yeux. C'est un test génétique qui ne se fait que par des médecins généticiens par l'intermédiaire d'une consultation spécialisée neuromusculaire, d'où encore aussi l'intérêt de consulter dans une consultation neuromusculaire et de se faire diagnostiquer à cette occasion. Oui, alors,
si on revient un moment sur l'observatoire, parce qu'après, comme ça, on a fini, puis on peut parler de génétique si vous voulez. Alors, il y a 3 copies de consentement sur le site. Donc, il y a 3 clics pour arriver à comment je m'inclus dans l'observatoire. Les 3 consentements, un, c'est pour vous, pour le patient, pour savoir ce que vous avez signé, et 2, c'est pour nous, pour pouvoir les classer. Il faut que ça soit signé par un médecin, n'importe quel type de médecin, et par vous. S'il y a des questions, vous pouvez appeler Benoît, et si vous avez des questions à adresser au médecin et que votre médecin n'est pas capable de répondre, moi, je suis à disposition. Deuxième chose, il y a 2 types de fiches pour le moment, mais il y aura après des fiches aussi pour les patients d'âge inférieur à 18 ans, qui sont les patients pédiatriques. Les 2 types de fiches qu'il y en a pour le moment pour les adultes sont l'auto-questionnaire et la fiche d'évaluation clinique. Auto-questionnaire, ça veut dire que vous pouvez le faire vous-même. Donc, vous pouvez remplir toutes les questions, etc. Si vous avez des doutes concernant votre génétique, vous pouvez nous appeler et nous, on peut essayer de vous aider à retrouver la génétique. Sinon, vous le remplissez, vous verrez, c'est facile. Essayez d'être le plus précis possible, de réfléchir bien avant de noter la date de l'âge de début de vos symptômes, parce que parfois, quand vous avez des symptômes graves, vous allez voir le médecin, mais bien avant, vous avez eu des symptômes de la maladie que vous ne connaissez pas. Maintenant, vous les connaissez mieux grâce à toute l'information que vous avez eue. Et ça, c'est les consignes principales. Si vous êtes en doute entre une évaluation et une autre, il faut mettre toujours l'évaluation qui est plus grave. Parce que comme ça, on n'a pas le risque, si on vous appelle pour vous inclure dans des essais thérapeutiques, ensuite de vous dire non, ce n'est pas adapté pour vous. OK? Et de réfléchir bien quand vous notez les symptômes, de mettre le plus possible. Parce que là, c'est la part vraiment où nous, on arrivera à vous connaître plus. Dans quelques temps, parce que là, on a soumis à la réglementation, il y aura de nouvelles fiches. Donc, dans un an, il faudra que vous retournez sur le site pour remettre à jour l'auto-questionnaire. Et là, vous trouverez des surprises parce qu'il y aura beaucoup plus de questions par rapport à maintenant et des questions plus précises parce qu'on voudra vous connaître un peu mieux. Hein? Donc, si vous avez quoi que ce soit comme question, vous téléphonez, nous, on va vous aider. Et pour ce qui concerne la génétique, pour les patients pour lesquels on vous a fait le test de la FSH, mais le test était négatif, mais on vous a dit quand même, cliniquement, c'est quand même un FSH, on a une possibilité de rentrer dans l'observatoire. Cette possibilité, par contre, doit passer par le médecin de votre sang expert. Vous ne pouvez pas remplir l'auto-questionnaire parce qu'on ne pourra pas vous l'enregistrer, parce qu'on ne sait pas si vous êtes des vrais FSH ou autre chose, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui se rassemblent. Et donc, il faut aller voir votre médecin de centre expert. Sur le site de la FSH, il y a la liste de tous les centres experts qui peuvent, à côté de chez vous, qui peuvent vous aider. Si vous avez des soucis, vous pouvez appeler aussi les associations des patients qui peuvent vous orienter, vous aider dans l'orientation. Et c'est là qu'eux, ils rempliront la fiche pour les patients qui n'ont pas les résultats de génétique compatibles, mais qui rassemblent à des FSH. Les centres experts aussi, à chaque fois qu'ils vous voient, ils devraient prendre l'habitude de remplir la fiche d'évaluation clinique. Parce que nous, si on a les deux, la fiche d'évaluation clinique et l'auto-questionnaire, on est très, très bien parce que vraiment, on vous connaît à fond et on peut faire avancer la recherche. Parfois, les médecins des centres sont un peu pris et ils ne le font pas. Pour cette raison, on se déplace. On a un task force avec moi, mon kiné, Benoît et d'autres comment on peut dire, assistants de recherche qui nous aident et on organise des ateliers dans les villes. On a été un peu partout en France et on recommencera bientôt. Et donc, à ce moment-là, on peut vraiment venir vous aider à remplir ces questionnaires. Donc, pour récapituler, il y a une notice d'information qu'il convient de lire pour bien comprendre ce dans quoi on s'engage en termes de sécurité de données médicales, etc. On a essayé de faire la synthèse aujourd'hui, mais il est bien important, comme le dit Vincent, de prendre connaissance de cette notice d'information.
Il faut également imprimer 3 Vous imprimez, ça sort directement. Voilà. Vous imprimez, il y a le consentement qui sort directement associé au questionnaire. Donc, comme ça, par contre, il faut bien noter, remplir tout bien dans le certificat, dans le consentement, parce que sinon, ce n'est pas valable. OK? Donc, il faut que ce consentement soit signé par le médecin et par le patient. Signé le patient, il faut qu'il soit diagnostiqué, signé, daté. Il y a écrit lu et écrit approuvé dans le consentement. Hein? Ouais, il faut bien suivre les indications, tout est marqué. Si on ne se trompe pas. C'est assez simple. Au pire des cas, Monsieur Benoît est à votre disposition au numéro de téléphone partagé. On me dit dans l'oreillette que la ligne téléphonique a explosé. Non, mais juste pour revenir, pour que ce soit vraiment bien clair, il y a un jeu qu'on envoie à Benoît, enfin au CHU de Nice, et du coup, ensuite, de mémoire, on reçoit un code qui nous permet de nous loguer sur fshd.fr, c'est ça? Alors, le code, vous le recevez à peu près 6 mois après parce que, comment on peut dire, on doit vérifier que vous êtes vraiment qui vous êtes et on doit vérifier que vous êtes vraiment un patient FSH. C'est très important d'avoir une bonne qualité de données parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes après pour nos études. Donc, par exemple, j'ai une question là d'un ami qui est venu en Sologne pour vous écouter et qui a rempli l'auto-questionnaire. Il n'a pas encore reçu le code PIM, mais il ne va pas tarder à le recevoir, c'est ça? Non, ça suffit. S'il n'a pas reçu, c'est le médecin qui le reçoit normalement. Est-ce qu'il est allé voir le médecin qui l'a noté dans l'auto-questionnaire? Autrement, il faut téléphoner à Benoît et puis lui donner le code. C'est le plus. Comme tu étais en Sologne, je pense que c'est toi le médecin. Voilà, alors. Moi, je ne mets pas mon nom dans les fiches. Moi, je mets le nom de mes collègues qui suivent les patients. D'accord. Voilà, je signe le consentement avec mon nom, mais quand je mets le médecin qui vous suit, parce que c'est là qu'il va être envoyé, c'est le médecin que la personne m'a dit. Voilà, qu'il soit son médecin traitant, soit. Mais le plus simple, vous téléphonez. On va lui prendre une assistante, qui arrivera demain. Moi, je veux qu'il a qui va l'aider à répondre. Donc, si vous entendez une voix de femme, c'est pas que vous êtes trompé, mais c'est que je pense qu'avec tous les appels, Benoît, il aura besoin d'un peu d'aide. Et donc, oui, en effet. Chose que j'ai oublié, sur le site internet, vous trouvez des instructions et aussi une vidéo que vous pouvez suivre pas à pas pour pouvoir remplir l'auto-questionnaire. Donc, je ne me rappelle plus si c'est toi ou moi qui parle. C'est vous qui parlez. Et voilà. Et il y a toutes les questions une par une où j'essaie d'anticiper un petit peu toutes les questions qui m'ont été posées lors des différents ateliers qu'on a fait sur les questionnaires. Et donc, vous pouvez écouter le vidéo en remplissant le questionnaire. Comme ça, ce sera un peu comme si on le remplissait ensemble. Et ça, c'est le niveau 1 de l'inscription à l'observatoire. Le niveau 2, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et quand tu disais, je pense que tu étais gentil avec tes camarades en disant que parfois, ça ne se faisait pas. Moi, je pense que souvent, ça ne se fait pas. Ça dépend de la ville, parce que moi, je Et ça dépend aussi si le patient le demande, parce que c'est vrai que… Et ben voilà, j'allais venir à ça. C'est que quand vous allez faire votre consultation, la prochaine consultation dans votre centre de référence, il va falloir que vous réclamiez auprès de votre neurologue, la personne qui va vous suivre, de remplir ce questionnaire médical pour qu'on puisse compléter votre dossier dans l'observatoire. Oui, et autre chose à réclamer pendant que j'y pense, parce que il y a des choses qu'on n'obtiendra pas si on ne les réclame pas. Je ne sais pas si vous avez été informé qu'il y a une nouvelle carte d'urgence FSH qui a été émise par le FINEMUS. Et si on ne connaît pas l'existence de cette carte, on ne risque pas de la réclamer. Donc, je vous informe que la carte d'urgence FSH existe et qu'il faut la réclamer à la consultation. Oui, mais sachant que la réclamer, ça fera la commande. Ça fera une commande, donc on ne l'aura pas tout de suite probablement. C'est qu'il faudra que les centres les commandent ensuite à FINEMUS. Ça dépend. Si le centre anticipe et commande un stock de cartes, on ne sait jamais. Alors, les cartes sont… on n'a pas la possibilité de les commander parce que nous, on s'est pris tout de suite.
Mais pour le moment, on va dire à partir de septembre, demander ces cartes parce que pour le moment, ça n'a pas encore été distribué dans les centres. Et avec le Covid, ils sont un peu bloqués. Donc, je crois qu'en septembre, on aura nos cartes et on les distribuera aux patients. Et, donc, la phase 1. Faut demander. Donc, pour récapituler à nos amis qui nous écoutent, parce que l'Observatoire a l'air de mobiliser pas mal de questions et d'interactions, la phase 1, c'est le consentement et l'auto-questionnaire. La phase 2, c'est le questionnaire clinique qui est rempli par votre médecin neurologue que vous voyez en centre expert. Et quand vous avez fait ça, là, vous avez fait avancer la recherche, ou vous allez la faire avancer, ou vous allez en tout cas contribuer à une meilleure connaissance collective de la maladie. Et déjà, c'est très bien. Et ensuite, comme tu disais, Sabrina, tout à l'heure, il y a des mises à jour de questionnaires cliniques qui sont possibles, mais ça, c'est votre médecin et qui peut évidemment le faire quand vous allez le voir tous les ans ou tous les 2 ans. Mais il y a des mises à jour aussi de l'auto-questionnaire. Et l'autre chose, n'oubliez pas de temps en temps de jeter un œil sur votre profil, parce que s'il y a des essais comme ceux dont vous avez parlé aujourd'hui, nous, on diffusera à tous les patients qui sont incluables dans l'essai. On va vous diffuser, voilà, vous êtes peut-être incluable dans l'essai, contactez ce numéro, on vous adresse à ce centre plutôt que à ce centre. Et donc, ça va devenir un outil qui vous nous permettra de vous tenir informés et pour ce genre de problème. C'est pour cette raison que prochainement, on vous demandera aussi votre mail parce qu'on pense qu'on va vous envoyer en direct ces informations sans besoin que vous vous connectiez à l'ordinateur. Avec votre autorisation, si vous le souhaitez, on vous enverra directement des mails qui vont apparaître sur votre boîte pour vous dire, voilà, attention, parce que là, il y a un essai, il y a une chose qui peut vous intéresser. Donc, pour répondre à la question de Laura, oui, on peut mettre à jour l'auto-questionnaire et le questionnaire si la maladie a évolué et en fonction d'une rencontre avec un neurologue dans un centre expert. Donc oui, on peut mettre à jour ce formulaire. Oui, on demande pour l'auto-questionnaire de le mettre à jour tous les 18 mois et pareil, tous les fiches d'évaluation clinique, une fois tous les 18 mois, parce que pour nous, c'est important de connaître l'évolution de votre maladie. Je vous signale que ça va changer le questionnaire et la fiche d'évaluation clinique probablement en septembre, avec plus d'informations qu'on demande. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que tous les traitements concomitants et les autres maladies que vous pouvez avoir peuvent interagir avec la sévérité de votre maladie. Donc, on vous demandera plus de choses sur ça et plus de questions sur la peau parce que certains patients se plaignent de cette histoire de la peau. Et qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Respiration. Et sur la respiration et puis aussi sur le fait que si vous avez des problèmes à sentir les odeurs. Donc septembre, c'est le 22e siècle de la FSH qui démarre. Non, c'est pas le 22. C'est la version un peu plus informatisée parce que bon, l'informatisation arrive doucement hein, pour laisser aux gens le temps de s'habituer parce qu'ils ne sont pas tous calés comme toi. Comme vous. En tout cas, ce qui est génial, c'est que ça signifie que cet observatoire, en fait, ceux qui peuvent le faire vivre, c'est que les malades et les patients, etc. Et que donc, c'est un outil hallucinant. Là, on est à 870, mais ce n'est pas les chiffres définitifs parce qu'on a quand même reçu du courrier pendant les dernières semaines, malgré le Covid. Donc, on est à plus que 870. Donc, vous voyez, on se rapproche de 1000. On est un des plus gros registres du monde. Oui, on est un des plus grands registres du monde, en tout cas en termes de qualité de données. Quand on inclura le 1000e patient, on fera en fête. Quand même. On sera tous invités à Nice. En fait, le but, en fait, c'est que, je vais être rabat-joie, mais j'aime bien ça, c'est que tout à l'heure, quand je disais qu'on avait à peu près 100 FSH qui rentrent tous les ans, ça veut dire que normalement, on ne peut pas se permettre de faire moins de 100 inclusions dans l'observatoire par an, si on veut tenir à flot. Ça, c'est les objectifs qu'on a. Après, c'est clair que à l'heure actuelle, on n'a pas les patients, les enfants. Et comme on peut dire, on a pas mal de patients
qui ne sont pas diagnostiquées et, en général. Et puis après, on a des régions dans lesquelles c'est beaucoup plus difficile d'inclure des patients parce qu'ils se trouvent voilà, un peu isolés sur le plan géographique. Donc, l'objectif de l'année prochaine, ce sera de mettre en place la télémédecine et la téléconsultation pour pouvoir rejoindre les malades qui se trouvent dans des endroits un peu perdus. Donc, on aura la possibilité de le faire avec la Corse parce qu'on a eu le financement de l'ARS Corse pour aller en Corse et rejoindre les patients corses de manière plus efficace. Et patients corse que par ailleurs, on suit déjà parce qu'on se déplace 2 fois par an sur Bastia et Ajaccio, mais qu'on pourra suivre même s'ils habitent dans des petits villages. Et puis aussi pour pouvoir suivre tous les patients qui se trouvent dans les territoires d'outre-mer, qui se trouvent un peu au milieu des territoires isolés. Non, mais ça signifie aussi que le fait que chacun d'entre nous puisse en parler autour de soi, et s'il connaît des gens dans sa famille, dans son entourage qui sont FSH, c'est d'en parler pour voir si ces personnes-là sont inscrites, parce que c'est les premiers recrues qu'on peut faire assez facilement, quoi. Facilement. En tout cas, qui sont les plus accessibles. Exactement. En fait, vous êtes le premier porte-parole de nous-mêmes. Tout à fait. Voilà, le porte-parole de votre famille. Plus il y aura des patients inscrits, plus les maisons pharmaceutiques voudront collaborer avec nous. Plus on aura une force de frappe pour pouvoir obtenir des choses auprès des agences des médicaments, etc., en termes de prise en charge et de droit aux médicaments. Donc, vous avez la chance dans cette maladie d'avoir des associations de patients fantastiques qui se battent pour vous, et il faudra donner un coup de main pour les aider. Et parce qu'eux, ils nous aident beaucoup. Et comment on peut dire, et on est tous là pour un objectif commun, qui est celui d'essayer de vaincre cette maladie et d'apporter des perspectives de stabilisation dans un premier temps, mais aussi d'amélioration ou de prévention pour le futur. Parfait. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de toutes nos questions. Je regarde rapidement sur Facebook s'il y a quelques questions. Je vois surtout que le plus populaire d'entre nous est Benoît, puisqu'il va être la personne numéro 1 pour intégrer l'observatoire. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce live. Je vous rappelle que ce live est évidemment regardable en replay quand vous voulez, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Voilà. C'est bon pour tout le monde ? En tout cas, merci de nous avoir invités aussi, et je suis contente d'avoir pu participer aujourd'hui et contribuer à diffuser l'information importante pour tous les patients. Super, merci Sylvie, merci beaucoup. Bon courage Benoît. Merci à vous, merci Pierre, merci pour votre aide à tous. Merci Sylvie. Merci, au revoir. À bientôt. C'était au revoir. FSH et FM Téléthon avec vous, à bientôt, merci beaucoup, au revoir.